Quand on parle SF, que ce soit dans la vie de tous les jours ou sur les internets, on entend un peu de tout en termes de clichés malvenus. Que c'est un truc de mec, que c'est pour l'élite, que c'est pour les abrutis finis, mais un de ceux qui m'étonne et m'énerve toujours le plus, c'est que le space opéra est un sous-genre pour débiles, mal filmé et sans scénario, avec des explosions, des vaisseaux et des aliens. Un cliché tellement à côté de la plaque qu'il est difficile d'y répondre de manière immédiate. Mais je souhaitais faire un petit tour là-dessus aujourd'hui et vous exposer à quel point vous êtes dans le faux si vous pensez que le space opéra est égal à ça ou à ça. Le pourquoi du cliché est en fait assez simple à identifier. J'en parlais dans ma vidéo sur les femmes et la SF, les romans pulp et leur couverture bigarrée, à grands coups de musclor et de nanas à moitié à poil, ont fortement contribué au cliché que 1. La SF n'était pas très intellectuelle, et 2. Au vu des couvertures, que c'était plutôt un genre pour ados hétéros masculins. À la suite de ça, les premiers films de SF dans les années 50 et 60, avec les effets spéciaux et pratiques disponibles à l'époque, donnaient un côté qu'on peut aujourd'hui qualifier au mieux d'amateur, au pire de dégueulasse. Il s'agirait là de ne pas oublier que le cinéma n'est pas né avec Jurassic Park ou Interstellar, et qu'il a bien fallu créer la technologie propice à pouvoir donner corps aux idées. Si on peut reprocher aussi aux films leur scénario basique, ce n'est certes pas une critique qu'on ne peut appliquer qu'aux premiers films de SF, loin de là. Et bien sûr, il est aussi à attribuer à la vision très française et donc élitiste de l'art, et donc du genre. La France a toujours eu un regard très critique et hautain, méprisant même dirais-je, envers tout ce qui n'est pas soit du drame, soit des quiproquos pseudo-humoristiques à deux balles, et toujours dans un environnement réaliste. Soit des films d'époque historiques, soit qui se passent dans notre monde et notre temporalité. La science-fiction est souvent regardée dédaigneusement pour son manque de réalisme, alors que Jules Verne est souvent acclamé à qui veut bien l'entendre, souvent qualifié de sous-littérature, et donc de sous-cinéma de mauvais genre. La science-fiction et la fantasy d'ailleurs ont une mauvaise réputation en France. La littérature se doit d'être réaliste plus que romanesque, et l'imaginaire n'est pas un genre sérieux, pour les enfants ou les adultes qui ne s'assument pas. En plus de cela, un des réels coups durs pour le genre vient aussi du fait que, quand un livre marche, on lui retire son appellation SF. Prenez 1984 par exemple. Vous ne savez pas le nombre de personnes qui, à ma toute petite échelle minuscule, sont venues me saouler pour me dire que c'est pas de la SF, mais de l'anticipation. L'anticipation. Le mot magique pour dire que c'est de la SF valide, intellectuelle, pas de la SF du coup, qui est forcément un sous-genre qui ne peut décemment pas donner de discours intelligent et appréciable. Tout cela combiné, en plus de la frilosité des libraires à mettre en avant la science-fiction et la fantasy, surtout française, et allié à un certain chauvinisme, dépeint une pauvre appréciation de la SF en France, et donc du space opéra. Ouais, j'ai fait un détour, mais avant d'explorer pourquoi j'aime tant ce genre et pourquoi il est à des années-lumière des clichés qui lui collent aux pages, il fallait bien que j'en parle. Donc, puisque la SF et le space opéra ont tant de choses à dire, voyons ensemble quels en sont les grands thèmes, et un petit exemple bien sûr. Vous me connaissez maintenant, j'aime bien expliquer mes vidéos avec un exemple. Je vais donc illustrer ce qu'est le space opéra avec Comment ça non? J'en ai déjà trop parlé? Ah! Bon, eh ben je vais utiliser la saga Wayfarers de Becky Chambers ou Les Voyageurs, dont le premier livre The Long Way to a Small Angry Planet avait pas mal fait parler de lui à l'époque. Chaque livre suit différents personnages et différents événements, décrivant divers aspects de la vie dans ce monde. Dans cet univers, les humains ont colonisé les étoiles et rencontré diverses espèces aliens, comme les aliens, et tous vivent leur petite vie bénéficiant des technologies et avancées médicales, scientifiques, culturelles et sociales de chacun. Bien évidemment, tout n'est pas toujours tout rose, mais la société décrite par Becky Chambers est écrite avec une douceur très particulière, que j'ai souvent qualifiée de soft SF. C'est doux, c'est mignon et c'est simple, même dans les moments les plus cruels, pour parler des choses les plus horribles. Histoire de parler un peu du scénario, voilà ce qui se passe dans les 4 tomes de la saga. Dans le premier livre donc, nous suivons Rosemary, fuyant sa famille après des déboires financiers, et se retrouvant à bord du Wayfarer, un vaisseau qui creuse des tunnels dans l'hyperespace afin de créer des routes spatiales.
Dans le deuxième livre, A Close and Common Orbit, une IA appelée Lovelace essaye de devenir humaine aidée par Pepper, une ancienne esclave. Dans le troisième, Record of a Spacebound Few, nous suivons les humains ayant choisi de rester à bord de la flotte de l'Exode, la première flotte à avoir quitté la Terre à l'assaut des étoiles, tentant de sauvegarder cette partie de la culture humaine. Enfin, le dernier livre, The Galaxy Underground Within, décrit la vie d'une alien vivant sur une planète qui sert plus ou moins d'aire d'autoroute, alors que 3 inconnus y sont abandonnés. Vous le voyez, on y parle de plein de choses. IA, culture, vivre ensemble, et encore je ne suis pas rentrée dans le détail, volontairement. Dans ces livres, chaque personnage se retrouve face à des choix qui permettent d'explorer différents aspects du genre. Par exemple, dans le 3e tome, Tessa doit choisir entre son amour pour l'Exodus et ce qu'il représente, et le futur de ses enfants, qui rêvent de vivre sur une planète. Et dans le 2e, Lovelace doit se préparer à faire face aux conséquences de son enveloppement sous des traits humains, ce qui est interdit. Becky Chambers offre, selon moi, une des meilleures introductions non seulement à la SF, mais aussi au space opéra. C'est très simple à lire, et les concepts qui y sont discutés sont extrêmement bien mis à plat, rendant les livres parfaits pour n'importe qui souhaitant se lancer dans le genre. Des petites pépites toutes douces pour lesquelles j'ai une grande affection. L'exemple c'est fait, maintenant passons à 5 des grands thèmes du space opéra. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. L'individu et la société. Dans la plupart des livres, et films et séries du genre, nous suivons un ou plusieurs personnages naviguant dans une société plus ou moins différente de la nôtre, en dehors de l'aspect technologique ou futuriste, et nous explorons les travers et enjeux de ladite société. Souvent, elles sont créées afin de faire écho à notre monde, en exacerbant certains traits, comme l'administration extrême de A Memory Called Empire de Arkady Martin, ou en tentant de deviner quelle serait l'évolution de notre société. Oui, c'est le cas de l'anticipation, si vous voulez vraiment utiliser ce terme. Un des livres le montrant le mieux est sans conteste The Expanse. James et son équipage devront faire avec les cercles politiques de la Terre, Mars et la Ceinture, face à une menace bien plus grande que l'OPA ou l'ONU. Le cycle de la culture de Iain M. Banks, nous parlerons très bientôt, explore aussi grandement ce thème, notamment de The Player of Games ou Surface Details, où les personnages doivent jouer avec le pouvoir en place, sans nécessairement en connaître les enjeux, ou en étant extérieurs à celui-ci. De la même manière, c'est un des grands thèmes du cycle Age de Ursula K. Le Guin, surtout ses 2 livres emblématiques, The Dispossessed et The Left Hand of Darkness. Dans un cadre un petit peu plus doux, c'est aussi un thème filé tout au long des diverses séries Star Trek, monde utopiste où l'individu ne travaille pas pour de l'argent, mais pour le bien de sa communauté et son développement personnel. Chaque personne a le choix de se vouer à sa culture, son monde, pour le bien et le savoir commun, ou encore dans Les Guerriers du Silence de Pierre Bordage. La politique. On ne peut décemment pas parler de space opéra sans parler de politique. Ce sont 2 mots qui vont constamment ensemble. Promis, je ne vous saoule pas plus, trop beaucoup avec The Expanse, mais la quasi-totalité des œuvres de space opéra vont inclure à un moment ou à un autre un débat politique. C'est le cas des divers cycles de Neil Asher, qui se passent dans la Polity, une union des mondes humains contrôlée par Earth Central, une super IA qui dirige chaque monde, notamment dans ses discussions avec les Prador, une autre espèce intelligente, contrôlée Jane, une espèce destructrice. Le débat politique est prévalent également dans Dune, évidemment, dans la quasi-totalité des livres de Peter F. Hamilton, d'Hyperion, de Ender's Games, de Fondation, All Man's War, Ringworld ou encore Latium. Un petit peu de France pour le côté chauvin cité au début. Bref, les enjeux et débats politiques sont primordiaux à la construction d'un space opéra, surtout dans des mondes où l'humanité s'est étendue à travers les étoiles et où les enjeux économiques et de préservation des ressources sont hyper importants. L'autre est de vivre ensemble, ou pas. Vous ai-je déjà parlé de Neil Asher? Vous êtes violent aujourd'hui. Bon, je vais vous en parler quand même, de toute façon. Dans sa nouvelle Prador Moon, ce brave Neil décrit la rencontre entre les humains et les Prador, une espèce de langouste géante très guerrière, qui se passe plutôt mal dans la mesure où les Prador veulent juste annihiler les humains et bouffer à peu près tout ce qui se trouve sur leur passage. Ça, c'est pour la partie qui se passe mal, même si au final, on sait à travers d'autres écrits que les Prador et les humains s'allient contre une menace commune plus tard. Mais de nombreux ouvrages montrent de vraies possibilités sur le vivre ensemble et la question de l'autre. Bien évidemment, il s'agit là d'utiliser les espèces aliens pour en faire une métaphore sur le racisme et l'incapacité de nous autres pauvres terriens de vivre en paix entre nous. Alors, c'est pas toujours fait avec une grande subtilité, mais parfois ces œuvres ouvrent de vraies portes vers des questionnements sur la solidarité, l'échange, qu'il soit commercial ou culturel, et l'individu face une intelligence différente de la sienne. Et ça se place souvent, mine de rien, parmi les bouquins ou les films les plus intéressants du genre.
C'est le cas dans les livres de Becky Chambers, comme j'en ai parlé, mais aussi le cycle Shards of Earth de Adrian Tchaikovsky, un peu, la saga de jeux Mass Effect, Salvation de Hamilton, Solaris ou encore, tadam, Star Wars et Star Trek, la technologie et la science. J'en ai parlé dans ma caricature du space opéra, mais oui, fatalement, les sciences et l'utilisation des technologies fait partie intégrante du space opéra. Que ce soit les moteurs utilisés pour les vaisseaux spatiaux, les armes, les progrès médicaux ou encore les intelligences artificielles et les progrès sociaux, le space opéra est toujours un terrain de jeu intéressant pour quiconque veut spéculer sur les avancées scientifiques possibles. Oui, ça rentre dans le cliché du vaisseau spatial et des explosions, mais le space opéra a aussi énormément développé les idées plus positives, comme l'utilisation de biotechnologie pour reconstruire des membres, comme vu dans The Expanse, ou pour pallier à un handicap, comme la visière de Geordi dans Star Trek, ou encore pour la bonne compréhension entre espèces différentes, comme avec des vocaliseurs ou des traducteurs automatiques. Alors c'est loin d'être de la hard SF, et beaucoup de technologies utilisées sont au mieux douteuses, comme la très célèbre collision matière-antimatière pour faire fonctionner les vaisseaux spatiaux. Mais les idées développées sont tout de même intéressantes pour leur diversité. Et qui sait, on pourrait être surpris. Le voyage et la découverte. Et oui, un des grands thèmes du space opéra, surtout depuis Star Trek, c'est de découvrir des mondes et cultures et civilisations nouvelles. Et bien sûr, l'attrait du voyage interstellaire qui ne nous est pas accessible. Encore. Qui n'a jamais rêvé de pouvoir se rendre sur une autre planète ou imaginer à quoi ressemblerait une civilisation ou une race intelligente autre que la nôtre? C'est une des grandes questions de l'humanité en règle générale, d'autant plus lorsque tout nous est inconnu. La question du sommes-nous seuls est une de celles les plus explorées dans le space opéra, et les voyages en vaisseau vers l'inconnu, ou le connu pour les personnages, mais pas du lecteur ou du spectateur, fait partie intégrante du jeu, que ce soit dans Revenger, Star Trek, Pyramide ou Rendez-vous avec Rama. Ce frisson de découvrir de nouveaux horizons, que ce soit la Cité des Nuages dans Star Wars, Chasm City dans Revelation Space ou le Ring World dans le livre éponyme, offre des moments de littérature mais aussi de cinéma grandioses et imaginatifs. Avec cette vidéo, le but n'est pas de dénigrer la série V. Comme tout le monde, j'apprécie de me regarder un film complètement éclaté de temps en temps, avec des effets spéciaux faits chez ta grand-mère et des dialogues dignes du thread Twitter de Nanarland. Mais mon but, c'est avant tout de tenter, à mon échelle, de rendre ces lettres de noblesse si méritées à un genre souvent méprisé en France. Il serait temps de comprendre et d'accepter qu'une explosion ou une bataille spatiale n'annule pas des discussions politiques ou philosophiques, que la présence d'aliens ne rend pas un film moins crédible. Au contraire, comme je l'ai dit, dans le space opéra, tout n'est qu'ambivalence. Il est rare qu'un seul côté ait raison ou soit le grand méchant, et les leçons à prendre des livres et films du genre sont nombreuses. En vrac, on y apprend à vivre en communauté, la notion de famille s'étendant parfois aux membres d'une même ville, d'un équipage, sans lien de sang, comme dans The Expanse ou Children of Time. On y apprend l'humilité face à des concepts ou technologies qui nous dépassent, comme avec la culture ou Proxima, Stargate ou John Carter. On y apprend le poids d'une société et la pression politique sur les ressources et les individus, comme dans Altered Carbon. On y apprend à aimer et chérir la différence et la convergence des mondes, comme dans Wayfarers ou le 5e élément. On y apprend à apprécier que l'être humain peut dépasser les gouffres que nous nous imposons pour nous séparer, que ce soit à cause de nos nationalités, ethnicités ou religions différentes. Le space opéra nous offre la vision d'un futur où ces différences qui nous déchirent peuvent être dépassées et doivent l'être si l'humanité entière veut survivre. Une leçon si importante et une des raisons pour laquelle le space opéra devrait enfin avoir la reconnaissance qu'il mérite comme étant un sous-genre important à part entière qui mérite de se retrouver en top position des bibliothèques et des librairies, étant déjà agréablement bien représenté au cinéma, je dois le dire. Le space opéra, c'est le grandiose, l'appel de l'inconnu, c'est le frisson de la mesure du monde qui nous dépasse. Le space opéra, c'est se rendre compte que nous ne sommes vraiment que poussière d'étoiles dans l'univers. Ah, ça, c'est fait, c'est dit. Merci à vous de m'avoir suivi encore une fois pour cette nouvelle vidéo. Vous savez que le space opéra, c'est mon sous-genre de science-fiction préféré. Et c'est ce qui me fait rêver depuis que je suis toute petite. Donc il fallait que j'en parle, parce que mine de rien, c'est malheureusement un genre qui est très peu connu en France, et mal reconnu en tout cas. Donc, si j'ai pu vous donner quelques petites idées d'œuvres vers lesquelles piocher, j'en serais bien heureuse. Comme d'habitude, le Tipeee, les réseaux sociaux dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et moi je vous dis à bientôt dans l'univers.